Je vais d'abord, en introduction, rappeler un peu le cheminement de ces 4 conférences, et puis je vais essayer ensuite de tenir dans 1 heure, hein, puisque je considère qu'au-delà, c'est quand même extrêmement difficile, sauf charisme exceptionnel, de tenir l'attention d'un public, notamment en visioconférence. Donc le cheminement que j'ai proposé, c'est le suivant. Je suis parti du mouvement des Gilets jaunes, mouvement social a priori très énigmatique, si l'on s'en tient à la manière traditionnelle et aux outils conceptuels que nous avons dans nos disciplines, en particulier en sociologie et en sciences politiques, pour penser, analyser, expliquer un mouvement social. J'ai essayé de montrer en quoi ce mouvement nous disait toute une série de choses assez rapidement quand même sur les transformations du travail, l'émiettement du tissu productif, notamment, et le fait qu'une partie des travailleurs aujourd'hui considérable étaient hors d'action, hors d'atteinte du mouvement syndical. J'ai essayé d'expliquer aussi en quoi ce mouvement traduisait la profondeur de la crise de la politique et l'importance d'aspiration démocratique. Ensuite, j'ai proposé dans la deuxième séance de revenir sur cette référence à un mouvement social central qui a été le mouvement ouvrier. Pour essayer de comprendre sa construction et son affaiblissement, en avançant en particulier le modèle d'analyse d'Alain Touraine comme un modèle intéressant et en même temps peut-être à critiquer, à dépasser pour comprendre comment avait pu se construire à une époque sociale donnée un mouvement social dit central, et pour essayer de suivre le questionnement d'Alain Touraine et qu'il a été amené à suivre empiriquement quant à lui, dans les années post-68 précisément, pour essayer de détecter dans les nouvelles luttes écologistes, féministes, régionalistes, l'existence éventuelle d'un nouveau mouvement social central. Et cette grille d'analyse du mouvement social d'Alain Touraine, on va essayer de voir dans quelle mesure aujourd'hui elle constitue à la fois quelque chose d'intéressant et peut-être un piège, dans la mesure où elle obscurcit peut-être, avec son niveau d'exigence et peut-être son caractère un peu daté, un peu trop calé sur le mouvement ouvrier, justement, de comprendre un peu ce qui se passe dans la conflictualité sociale. La dernière fois, donc, je suis revenu sur cette fameuse période, surtout des années post-68, pour essayer de voir ce qu'on pouvait dire avec le recul sur toutes ces luttes qui avaient un air de famille, au sens où toutes plus ou moins remettaient en question les rapports de pouvoir, pas seulement dans l'entreprise, mais dans toute la vie sociale et dans toute la vie privée y compris, hein, avec toutes ces luttes qui montaient sur la sexualité, sur les prisons, les luttes étudiées par Michel Foucault, mais aussi les luttes féministes, écologistes, etc., comme j'ai dit. Et puis ensuite, plus rapidement, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé dans les années 80, 90 et début des années 2000, avec ce qu'on a connu dans les années 80, c'est-à-dire le reflux des luttes sociales très très liées à la montée de la crise et de sa gestion néolibérale, puisqu'il faut bien employer le terme, avec un petit temps de retard en France par rapport à d'autres pays, comme notamment le Royaume-Uni et les États-Unis, hein, où avec Thatcher et Reagan, c'était there is no alternative, TINA. Hein. Donc le seul horizon, c'était la gestion néolibérale de cette crise. Or, en France, en particulier dans les années 90, avec le mouvement de 95, mais aussi des tas de luttes autour, cette hégémonie du néolibéralisme a commencé à se craqueler. Et donc, il y a un certain renouveau des luttes. Et puis, j'ai pas mal insisté aussi sur l'affirmation d'un mouvement altermondialiste, hein, qui se posait d'emblée comme un contre-mouvement de la mondialisation financière et néolibérale, et un mouvement à la fois international et un mouvement visant à l'amalgame, à la convergence, hein, de toute une série de causes sociales, écologiques, féministes, indigénistes, etc. On en est là. On en est là au début des années 2000, quand survient la crise financière et économique de 2007, 2008, 2009. Et donc, c'est le sujet du jour. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Et donc, je vais, dans mon exposé aujourd'hui, insister sur le fait que
plus que jamais, même si c'était déjà le cas dans les années 68 et dans les années 90, on enregistre une influence de plus en plus directe de ce qui se passe à l'étranger. Donc, on assiste de plus en plus à une interconnexion internationale des objets, des enjeux et des formes de lutte. Je pense que c'est intéressant d'essayer d'insister, de comprendre ce phénomène. Au passage, je m'appuierai sur des auteurs qui m'inspirent, sans que je sois forcément toujours d'accord à 100% avec eux, y compris un que je suis un peu en train de découvrir très récemment, qui s'appelle Geoffroy de la Ganérie. Bah, je ne vais pas trop écorcher son nom. Geoffroy de la Ganérie, qui est un philosophe, voilà, qui a publié notamment tout récemment sortir de notre impuissance politique chez Fayard. Hein, ça vient de sortir. Et je trouve que c'est une interrogation très forte sur l'impuissance des luttes à changer fondamentalement les choses depuis maintenant une quarantaine d'années. Et sur les sources culturelles, cognitives, chez les militants en particulier, qui pourraient expliquer, contribuer à expliquer cette impuissance politique. Mais c'est aussi Samuel Hayat, Bruno Latour, Alain Berthaud, Roger Martelly, donc des gens un peu d'origines diverses, mais qui tous m'inspirent pour essayer de comprendre la conflictualité sociale et son articulation de plus en plus problématique avec la politique institutionnelle, puisque c'est bien de ça dont on va parler in fine, notamment dans la troisième partie de mon exposé, s'interroger sur une grande différence qu'on observe entre aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis pas mal d'années, et la grande époque du mouvement ouvrier, où il y avait une forme d'articulation harmonieuse, apparente, entre le syndical, le social au sens strict, et le politique. On est complètement sorti de cette période, et on va essayer de comprendre comment et pourquoi. Donc, d'abord, ce sera une partie essentielle, encore une fois, de mon exposé, la dimension internationale des mouvements sociaux depuis les années 2008-2010, en m'intéressant principalement au mouvement dit des places et ce dont il est porteur, ou au mouvement que Samuel Hayat a qualifié de mouvement citoyenniste, et puis en pointant peut-être plus rapidement d'autres dynamiques internationales concernant le mouvement féministe et le mouvement écologiste en particulier. Dans un deuxième point, comment tout cela se retrouve en France, avec des spécificités sur lesquelles il serait intéressant aussi de réfléchir. Et puis, troisièmement, finalement, comme je l'ai posé comme hypothèse au tout départ, les trois scénarios possibles, nouveau mouvement central, éclatement, dispersion de toutes les luttes, ou troisième possibilité, une ou des convergences qui ne reconstitueraient pas un mouvement central, mais qui amalgamerait d'une certaine manière quand même les différentes causes et les différentes luttes. Vers quoi va-t-on, sachant que cette question est à la fois, comme je dis souvent, descriptive, savante et normative, politique. Évidemment, impossible là, pour le savant, entre guillemets, de se détacher complètement, et c'est peut-être pas souhaitable, c'est sûrement pas souhaitable de se détacher du politique. Alors 2008, c'est la dernière crise financière mondiale qui démarre aux États-Unis avec la crise des subprimes. Et comme par hasard, en décembre 2010, commence à Tunis ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui va toucher la quasi-totalité du monde arabe, avec ses mots d'ordre de dégagisme, le départ des dictateurs, de démocratie, de partage des richesses. Puis en mai 2011, c'est en Espagne que débute le mouvement dit des indignés, ou du 15 mai, dans lequel on retrouve non pas le rejet d'une dictature, mais la critique de la représentation politique, du bipartisme, une demande de justice sociale et une demande de participation politique. En juin, c'est en Grèce qu'on retrouve le même mouvement, qui un peu plus tard débouchera sur un changement politique, quant à lui. On va parler aussi de la manière dont le mouvement des indignés espagnols a participé de la fondation d'un nouveau mouvement politique, ou d'un mouvement politique se réclamant directement de cette filiation avec ce mouvement social, Podemos.
À l'automne 2011, c'est le mouvement aux États-Unis Occupy Wall Street qui dénonce lui aussi les modalités de réponse injuste socialement à la crise financière et économique, le sauvetage des banques par l'argent public, le poids de l'argent dans la vie électorale aux États-Unis, on sait ce qu'il en est, et qui popularise le mot d'ordre « Nous sommes les 99%. Bref, un peu partout dans le monde à la même époque, un vent de révolte se lève contre la manière dont la crise financière puis économique est gérée contre les peuples. Et toute la décennie va être marquée par ce genre de mouvement. Car le monde n'est jamais sorti finalement de cette crise financière au moment même où il rentre, via la pandémie du Covid-19, dans une nouvelle crise qui, quand on y réfléchit un peu, n'est pas une crise externe, mais interne au système capitaliste. Et même au-delà, on peut la considérer comme une crise propre à l'époque de certains, que certains appellent l'anthropocène et d'autres le capitalocène. On pourra revenir sur ces concepts si vous le souhaitez. Outre les deux aspirations centrales de ces révoltes, qui scandent toute la décennie finalement, revendication de démocratie, revendication de justice sociale, ils ont au moins trois autres traits communs assez évidents. L'usage des réseaux sociaux à la fois classiques qu'on va retrouver par exemple avec la multiplication des pétitions en ligne, mais là, un usage original dans l'organisation même de l'action, par le développement des liens horizontaux et le caractère donc s'inscrivant dans une temporalité très rapide des décisions d'action collective. Je vous donne quelques points d'autres repères. 2013, c'est au Brésil et en Turquie qu'on a des grands mouvements sociaux. En 2013 et en 2014, c'est dans une autre partie du monde, en Ukraine, mais aussi à Hong Kong. En 2016, c'est en France le mouvement contre la loi travail et le mouvement dit Nuit debout directement inspiré par le mouvement des places espagnoles, le mouvement des indignés, le mouvement du 15 mai. En 2019, c'est-à-dire hier, brutalement stoppé apparemment par la gestion autoritaire de la crise sanitaire, ce qui s'est passé au Chili, en Algérie, au Liban, c'est-à-dire des formes de grands mouvements populaires très massifs, dégagistes. Voilà. Alors, plus que sur les mouvements dégagistes du printemps arabe, qui mériteraient vraiment une conférence à part entière, je vais m'attacher un petit peu, suite à des collègues, à l'analyse du mouvement des places, qui est une caractéristique commune à toute une série de pays. Alors pourquoi cette appellation mouvement des places? Parce que leur première caractéristique formelle, c'est l'occupation des places publiques, c'est-à-dire le fait que, comme modalité centrale de ce que les spécialistes de l'action collective appellent les répertoires d'action, nous avons l'occupation de la place, de la grande ville, qui est le siège de discussion, de délibération. Il y a donc un air de famille évident entre toute une série de pays, qu'ils soient sous dictature ou sous démocratie représentative, avec des assemblées élues. Et donc, on peut identifier un certain nombre de traits très communs pour commencer à réfléchir. Le premier trait, c'est une réappropriation pratique de l'espace public, en particulier de la place, au sens de l'agora, du forum. Ensuite, c'est l'absence assumée de leader, de direction par des organisations traditionnelles, l'affirmation d'horizontalité. Ce qui va d'ailleurs poser des problèmes quand il s'agit de décider dans l'urgence à plusieurs milliers de personnes de ce qu'il faut faire. Par exemple, où est-ce qu'on va? Mais c'est une caractéristique vraiment très importante et très intéressante. Et on peut considérer que c'est une rupture majeure dans l'histoire des mouvements sociaux depuis le 19e siècle, où on pensait qu'il ne pouvait pas y avoir de mouvement sans leader. Lié à cette absence de leader, le rôle décisif des médias et des réseaux sociaux pour donner sens au mouvement, puisqu'il n'y a pas des porte-paroles qui va donner le sens du mouvement, sinon on y reviendra peut-être à propos du mouvement des Gilets jaunes, des individualités qui incarnent et non pas qui représentent le mouvement. Cette idée d'incarnation sur laquelle Samuel Hayat insiste beaucoup me semble très intéressante, et les journalistes qui vont chercher
parfois désespérément, parfois pas désespérant, des porte-paroles qui vont expliciter les objectifs du mouvement. Troisième caractéristique, il s'agit de foules raisonnables, au sens où elles ont des demandes précises, alors parfois qui sont liées au déclencheur, qui peut paraître parfois extrêmement peu signifiant, extrêmement minime, extrêmement petit du mouvement, l'augmentation d'un ticket de métro à Santiago du Chili, ou l'augmentation d'une taxe sur WhatsApp à Beyrouth, enfin au Liban. Donc des demandes extrêmement précises qui en général sont satisfaites, parce que face à un tel mouvement, il vaut mieux lâcher. Mais derrière cette demande précise, il y a des demandes de démission du gouvernement. Et je rappelle que le mot d'ordre, à ma connaissance, qu'ils s'en aillent tous, est apparu avant, est apparu en 2001 en Argentine, et il a été popularisé en France, notamment par un essai de Jean-Luc Mélenchon dès 2010, qu'ils s'en aillent tous. Mais de foule raisonnable au sens où elles n'ont pas de programme révolutionnaire à proposer. Un changement de gouvernement, la fin d'une dictature. Bon. Quatrièmement, c'est une adresse depuis la rue pour contribuer à redéfinir la politique. Vous ne nous représentez pas, ce qui peut se traduire par dégager ou gouverner mieux. Cinquièmement, le partage du politique, c'est-à-dire qu'il y a des effets de politisation dans la période qui suit. Une partie plus ou moins importante de la population est amenée à discuter politique. Le rôle des nouveaux moyens de communication qui a souvent été cité, mais dont je rappelle que ce n'est pas une cause, mais un support actif de ces formes de mobilisation populaire. Et en termes de composition sociale, pas mal d'observateurs ont insisté sur le fait que les jeunes diplômés précaires ou chômeurs jouaient souvent un rôle central parmi les mobilisés. Donc j'ai dit que je n'aborderai pas, faute de temps, directement le printemps arabe, sauf pour dire deux choses. D'abord que dans certains pays, en tous les cas, ça a été peu ou pas du tout relevé par les médias. Le mouvement syndical ouvrier avait joué un rôle assez direct dans la dynamique de ces mouvements. C'est le cas notamment en Tunisie et en Égypte. Et pour dire également, j'ai perdu le fil de ma pensée, oui, que ce mouvement dans le monde arabe rebondit tout récemment avec le Irak algérien, sur lequel il y a un excellent dossier dans la revue Mouvement, dans le dernier numéro de la revue Mouvement, et pour lequel il y a un entretien passionnant aussi dans la revue Contretemps, pour ceux que ça intéresse. Alors, j'avais dit que si la démocratie représentative dans ces mouvements est jugée insuffisante, ce n'est pas sa destruction révolutionnaire que revendique le mouvement. Le mouvement cherche, plus ou moins explicitement, le développement d'une autre démocratie directe, sans parti, sans hiérarchie, sans leader, qui harcèle la démocratie représentative par sa présence dans la rue et par l'adresse directe de demandes précises et différenciées. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est la revendication du référendum. L'initiative citoyenne, le RIC, c'est ça. Alors, je l'ai dit déjà, pas plus d'ailleurs que les événements de 68, donc c'est une vieille histoire. Ces mouvements n'ont nécessairement une répercussion sur la scène politique en termes de basculement à gauche d'un gouvernement. Je dirais même que c'est souvent le contraire. Mettez en relation les grands mouvements sociaux au Brésil de 2013 et l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir quelques années plus tard. Voyons ce qui s'est passé dans un pays comme l'Égypte, etc., pour ne pas parler du cas français. Donc, voilà, ce problème dont il est important de discuter, sur lequel il est important de réfléchir, c'est cette désarticulation ou cette articulation négative, on va dire, entre ces mouvements sociaux et le champ politique.
Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressante, les réflexions de quelqu'un comme Samuel Hayat, hein, qui est un relativement jeune politiste et historien du CNRS, hein, qui pose l'hypothèse de la fin d'un très long cycle social et politique, hein, constitutif de ce qu'on entend par la politique, un cycle qui couvre le 19e et le 20e siècle en gros. Et il dit, et je le cite, hein, aujourd'hui, pas seulement en France, quelque chose s'est refermé avec la fin de la politique partisane, centrée sur les idéologies et la politisation de masse au travers des partis. La politique du XXIe siècle s'organise de plus en plus autour de trois pôles, les experts, les chefs et les citoyens. Il ajoute d'ailleurs que quelqu'un comme Macron joue un petit peu sur les trois registres. L'expert, le chef, les citoyens à travers la mise en scène du dialogue direct avec les citoyens. Et il insiste sur le fait que ces trois figures de la politique, pré-démocratique au sens de la démocratie moderne, quoi, ont existé avant le XIXe siècle. Hein. L'idée de confier le gouvernement à des sages, ça existe depuis très 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 longtemps, hein, des sages, des compétents. L'idée de confier le gouvernement à un chef autoritaire incarnant une volonté indiscutable, comme dans ce qui était le cas dans l'absolutisme révolutionnaire, l'absolutisme pré-révolutionnaire en France, l'absolutisme royal, mais aussi chez des personnages comme Bolsonaro ou Trump qui refusent toute discussion. Hein. Donc c'est vraiment la figure du chef. Et puis la logique citoyenne dont les historiens nous montrent qu'elle existait préalablement au XIXe siècle, préalablement à la montée du capitalisme, dans les mondes féodaux, en particulier autour de la gestion des communs, hein, c'est-à-dire les forêts, les prés, qui étaient gérés par des petites communautés de citoyens. La question se pose donc, on y reviendra sûrement dans la discussion, de comment réinventer, compte tenu des limites de la démocratie telle qu'on l'a connue et les partis tels qu'on les a connus, etc., comment réinventer cette figure des communs, les nouveaux communs, comment ça pourrait fonctionner. Donc, selon Samuel Hayat, hein, la politique étatique et partisane a recouvert ces trois figures de la politique, ces trois règnes, il parle de règne, mais avec l'effondrement de cette politique partisane, ces trois figures, ces trois formes, ces trois règnes ressurgissent, dont j'ai dit, y compris au travers de personnages qui cherchent à jouer sur les trois registres, comme notre cher président. Alors, j'en viens à mon deuxième point. Je pense que je suis à peu près dans les temps là. Que dire des autres mouvements au plan international qui se sont déroulés depuis les années 2010 ? Il faudrait réfléchir sur au moins 4 types de mouvements et pour chacun d'entre eux sur ces ancrages historiques finalement de longue durée et en même temps les ruptures qu'ils traduisent. Alors, c'est quoi ces 4 types de mouvements sur lesquels il faudrait s'arrêter ? Je pense que c'est le mouvement féministe qui a été relancé par MeToo, ce mouvement qui a débuté aux États-Unis en 2017, hein, au travers de la dénonciation de violences sexuelles sur les réseaux sociaux et qui a diffusé sur toute la planète, en tous les cas, on l'a bien vu en France, avec ses répercussions immédiates et sa transposition directe au travers de mouvements, le hashtag balance ton porc, et qui connaît encore des développements aujourd'hui avec la question de l'inceste, et la dénonciation, la mise en visibilité et l'action contre ce phénomène terrible. Deuxième mouvement, le mouvement écologique, avec les marches pour le climat dans la dernière période. Troisième mouvement, le mouvement antiraciste, relancé directement par la mort de George Floyd aux États-Unis et le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Peut-être prochainement relancé aussi par les dernières lois d'orientation clairement islamophobe en France. Et quatrièmement, le mouvement des ZAD, des zones à défendre, ou plus largement les mouvements contre les grands projets inutiles. Voilà au moins 4 mouvements sur lesquels il faudrait s'arrêter un tout petit peu pour comprendre comment on va les retrouver en France.
pour le féminisme, hein, d'abord, on a parlé de troisième ou de quatrième vague à propos de cette vague lancée par MeToo, avec cette constat que d'une certaine manière, l'égalité formelle des droits entre femmes et hommes étant acquise, la lutte se focalise sur la question de l'égalité réelle. Peut-être on pourrait considérer insuffisamment sur le terrain de l'égalité réelle dans le monde du travail, par exemple, mais en tous les cas, sur ce qui persiste et qui est effectivement un enjeu majeur de lutte, c'est-à-dire les violences et les mentalités sexistes qui sont extrêmement présentes dans l'espace privé. D'ailleurs, il y aura un axe de réflexion sur comment justement les réseaux sociaux, le numérique permet de nouvelles relations entre l'espace privé et l'espace public au plan de l'organisation même des luttes, hein, des objets de lutte. Mais sans doute que les divisions traditionnelles, hein, du mouvement féministe, qui n'a jamais été unifié, hein, toujours relativement divisé, en particulier entre une orientation universaliste et une orientation plus différentialiste. Donc, ces divisions traditionnelles sont sans doute exacerbées aujourd'hui, en particulier avec les différentes manières d'affronter ou de nier la nécessité d'articuler les enjeux antisexistes, les enjeux féministes avec les enjeux de classe et les enjeux de race. Il y a un petit livre qui est sorti, par exemple, qui s'appelle « Le féminisme des 99%, qui vient de penseurs nord-américaines, états-uniennes, qui nous explique que pour elles, il y a un féminisme blanc qui passe complètement à côté de l'enjeu de classe et de race qui concerne des millions de femmes. Donc il y a des divisions qui font que peut-être ce mouvement n'a pas aujourd'hui la visibilité, la force, la puissance qu'il pourrait avoir s'il était capable de surmonter un certain nombre de divisions. Bon. En tous les cas, ça me semble intéressant de noter qu'aujourd'hui le féminisme se conjugue avec d'autres formes de lutte contre d'autres formes d'oppression, contre le racisme, par exemple l'afroféminisme, et sur l'enjeu écologique, c'est l'écoféminisme. Hein, de même qu'avec la question sociale, c'est l'éco-socialisme. Donc vous voyez comment ces combinaisons de lutte commencent à se traduire à la fois dans des mouvements sociaux, dits intersectionnels, par exemple, et dans des courants théoriques qui me semblent très importants de prendre en compte pour essayer de réfléchir sur la question qui nous occupe. Côté écologie, deuxième grand mouvement, hein, c'est autour de la COP 21 à Paris en 2015 et de la montée en puissance de la prise de conscience du réchauffement climatique et des atteintes à la biodiversité, en France, suite à la démission de Nicolas Hulot notamment, que s'est déployé un mouvement de marche, surtout en 2018, en 2018-2020, 2019, une pétition comme l'affaire du siècle qui recueille plus de 2 millions de signatures et qui bat le record de signatures recueillies par une pétition en ligne. Hein. Là aussi, un autre axe de réflexion, c'est comment le numérique permet de nouvelles formes de lutte. Par exemple, les pétitions en ligne, on pourrait discuter longtemps sur leur portée et leurs limites. Concernant l'antiracisme, j'ai déjà dit, c'est le passage d'un côté de l'Atlantique à l'autre tout récemment, enfin c'était, oui, y compris en 2020, au moment de la pandémie, hein, de ce mouvement sur la question de la violence policière, hein, puisque c'est le mouvement antiraciste impulsé en France par le comité Traoré qui a porté cette grande manifestation antiraciste à Paris, directement dans la foulée du mouvement américain Les Vies Noires comptent. Il faudrait, quatrièmement, s'interroger sur l'influence peut-être beaucoup plus diffuse du mouvement zapatiste mexicain, avec le soulèvement de 1994, hein, porté par la figure du sous-commandant Marcos,
mouvement zapatiste qui a été beaucoup étudié par un chercheur dont j'apprécie énormément les travaux, qui s'appelle Jérôme Bachet. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur la manière dont cette expérience de lutte peut influencer la réflexion sur les stratégies alternatives, il faut lire, je pense, Daniel Bachet. En tous les cas, il est clair que ce mouvement dit zapatiste va directement inspirer le mouvement altermondialiste, au travers en particulier l'intégration en son sein de la cause indigène, les premiers peuples, les peuples premiers, qui sont directement confrontés, notamment en Amérique latine, mais aussi en Afrique et un peu partout dans le monde, aux politiques extractivistes, hein, donc avec des liens très intéressants entre la cause écologique et la cause indigène, qui nourrit d'ailleurs profondément l'écoféminisme, je crois. Et il me semble que dans ce mouvement zapatiste, il y a une puissance de rayonnement qui n'est pas sans impact sur ce qu'on appelle en France les zones à défendre, sur lesquelles je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Il me semble que c'est une quatrième ligne de type de mouvements sociaux qu'il faudrait intégrer dans notre réflexion. Donc j'en viens à mon deuxième point, hein, comment on retrouve en France ces influences internationales. Côté des mouvements dits citoyennistes, sinon dégagistes, il y a, j'en ai parlé lors de la première conférence, notamment le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est quand même le premier mouvement massif. Hein. D'ailleurs, il y a un travail qui a été fait par des collègues de Montpellier qui montre que ce n'est pas du tout 300 000 participants actifs qu'a connu ce mouvement, mais beaucoup plus. Hein. Donc, en fait, ça a été un mouvement très, très, pas seulement spectaculaire au travers des manifestations violentes, par exemple, qu'il a pu connaître, dites violentes, ou de la violence policière dont il a été l'objet, mais massif en termes de participation massive. Je referme la parenthèse, mais ce mouvement, il a explicitement refusé radicalement de se reconnaître dans un clivage quelconque gauche-droite. Et par ailleurs, il a explicitement aussi refusé le mode d'organisation traditionnel centralisé par délégation de pouvoir et élection de porte-parole. Donc, en cela, c'est un mouvement clairement citoyenniste, hein, comme le qualifie Samuel Hayat, et c'est sans doute un mouvement qui a laissé des traces, qui laisse des traces très très profondes au sein des classes populaires, hein, puisque c'est aussi un mouvement, j'y reviendrai tout à l'heure, qui se singularise par sa composition très populaire, hein, par opposition, par exemple, aux marches pour le climat, dont les participants sont d'abord plus jeunes et puis ensuite nettement plus diplômés et relèvent plutôt des couches moyennes ou des couches supérieures et diplômées. Ce mouvement des Gilets jaunes a été précédé par le mouvement Nuit debout, hein, qui était directement inspiré par le mouvement des places, dont l'originalité est qu'il est né dans le sillage d'un mouvement social plus traditionnel, hein, un mouvement contre une réforme législative du droit du travail, la fameuse loi travail. Donc ça, voilà, c'est un point de réflexion. En France, il continue à y avoir, en tous les cas, dans le temps, mais au-delà, hein, des filiations, des circulations entre des mouvements de type nouveau, comme Nuit debout, et puis des mouvements de type plus ancien, comme le mouvement syndical contre une réforme régressive du travail. Pour ce qui concerne la France toujours, si on fait un bilan depuis 1995, se sont succédés plusieurs mouvements nationaux de rejet des conquis sociaux, non pas les acquis sociaux, notamment sur la question des retraites et du droit du travail, hein, puisqu'on a eu 2003, mouvement contre une, entre guillemets, réforme, plutôt une contre-réforme du système de retraite. En 2009, il y a eu des réactions aussi organisées par le syndicalisme assez fortes contre la gestion injuste de la crise économique. On a eu
un mouvement en 2010 encore, 2016, 2019, dernier grand mouvement social contre une énième réforme du système de retraite, en particulier qui a mobilisé fortement les cheminots et les conducteurs de bus et un certain nombre de catégories du secteur public. Reste que si on regarde les deux derniers grands mouvements de grève classiques, on va dire, d'arrêt de travail dans le secteur public de 2016 et 2019, ben justement, il faut constater la quasi-impossibilité d'étendre cette grève dans le secteur privé, donnée structurelle, majeure du paysage social en France depuis au moins 1995, mais donnée qui se radicalise, hein, ce qui est effectivement extrêmement préoccupant. Donc on a d'ailleurs une certaine relation entre ce repli de fait de l'action syndicale dans le secteur public et dans la fonction publique, et puis des mouvements qui échappent complètement au mouvement syndical, portés par d'autres catégories sociales qui ne sont pas du tout ancrées dans le secteur public. Je pense au mouvement des Gilets jaunes. Au terme de cette séquence, donc 2010-2020, et en se limitant aux mobilisations revendicatives et aux mouvements citoyennistes comme les Gilets jaunes, donc se pose la question du décalage entre la vigueur de ces mouvements et leur faible efficacité, du moins à court terme, avec une petite réserve, une petite nuance concernant le mouvement des Gilets jaunes, dont on peut penser qu'il a quand même eu quelques conquis. Bon, avec cette prime pour l'emploi, ce renoncement à la taxe très injuste sur le diesel, mais aussi avec cette illusion peut-être que si on est violent, on obtient des choses, si on est sage, on n'obtient pas grand-chose. Mais ça pose quand même cette question redoutable, et là je citerai Alain Berthaud: comment établir un rapport de force avec un pouvoir indifférent, insensible aux grèves longues, massives, insensible à la résistance de métiers aussi indispensables que les chefs de clinique hospitaliers, les directeurs de laboratoires de recherche, les avocats, insensible au rejet de la réforme du bac par la jeunesse, insensible au rejet de la réforme des retraites par les 2/3 du pays, insensible au rejet du 49.3 par les 3/4, comme si la menace de venue au pouvoir de Le Pen leur suffisait comme assurance de réélection. Voilà. Je laisse cette question en suspens pour dire quelques mots des autres mouvements qui sont intervenus en France depuis 10 ans. Autour des zones à défendre, en fait, il y a deux pôles dans ce mouvement. Le pôle le plus visible, en fait, c'est la cristallisation et l'installation dans la durée, apparemment aujourd'hui si on en croit les informations que j'ai pu recueillir, d'une quinzaine de zones à défendre sur le territoire national. Mais en fait, il y a plus de 100 luttes en cours contre des projets qui atteintent à l'environnement ou des grands projets dits inutiles, divers et variés. Parfois, ces luttes contre les grands projets dits inutiles prendront la forme d'occupation et de gestion de territoire, parfois non. Des études ont été faites sur qui sont les occupants, qui sont les participants de ces zones à défendre, en particulier la plus célèbre d'entre elles, la zone de Notre-Dame-des-Landes, partiellement victorieuse en tous les cas contre le projet d'aéroport dans la région de Nantes. Contrairement aux opposants classiques qui mènent une vie normale et ne sont, je cite une recherche, et ne sont entrés dans la lutte contre le projet qu'en raison de l'impact que celui-ci aura sur leur vie, les zadistes sont dans leur majorité de jeunes militants ou sympathisants altermondialistes, peu insérés dans le monde du travail ou ayant quitté volontairement leur emploi pour se consacrer au militantisme, éventuellement à la recherche de la confrontation violente avec l'État. Donc ça s'inscrit plutôt dans un courant radical de l'écologie, en réaction contre, je cite toujours une journaliste, ça me semble bien traduire ce qui a très probablement, en réaction contre les discours creux et abstraits du gouvernement sur le climat, des personnes de génération et d'activités diverses défendent une vision concrète et matérielle
de l'écologie qui se soucie de chaque hectare condamné à la bétonisation, s'attache au sol, veut se défendre contre la saturation de l'air par des polluants toxiques, une écologie du rapport de force et de la rupture, en porte-à-faux avec le discours de la transition écologique, de l'économie circulaire, du verdissement de l'activité et du développement durable. C'est sans doute la pointe la plus visible de mouvements beaucoup plus diffus dans lesquels on pourrait mettre toute une série finalement d'expériences alternatives. Donc par définition, très difficile à compter, à évaluer, à mesurer. Des expériences qui vont de la mise en place de logiciels libres, on pense à Wikipédia, dont je suis un grand utilisateur, aux AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, c'est-à-dire c'est une relation directe et organisée entre un groupe de consommateurs et un ou deux agriculteurs qui sont engagés contractuellement auprès d'eux et qui peuvent ainsi bénéficier d'une sécurisation de leurs revenus et d'un rapport de proximité très intéressant entre une agriculture paysanne, la plupart du temps biologique, et des consommateurs. On pourrait parler un peu d'un certain renouveau des coopératives ouvrières, hein, même si ça reste très modeste, comme ça a été le cas pour la mise en place de la SCOP 1336 à Gemnos, fondée en 2016. Bref, toute une série d'initiatives visant à prendre davantage, sinon à reprendre, individuellement comme collectivement, le contrôle de sa vie. En valorisant l'horizontalité, le partage, le refus de la délégation de pouvoir à des leaders ou à des chefs, et l'ensemble dans un souci de sauvegarde de la planète. Voilà les traits communs de toutes ces initiatives. Il faudrait parler aussi des initiatives de solidarité aux migrants et de leurs résultats et de l'usage du droit dans toutes ces luttes. Mais pour l'instant, je me contenterai d'en rester là, en signalant simplement encore 2 ou 3 éléments. Côté féminisme, comment la dernière vague a donné naissance à un collectif qui s'appelle Nous Toutes, qui n'est pas une organisation classique, mais précisément un collectif qui regroupe des individus, des syndicats, des partis, des associations, qui refusent la centralisation, qui refusent la désignation de leaders centraux, et qui donc revendiquent des modes de fonctionnement et d'initiatives extrêmement décentralisés et horizontaux. Une nouvelle fois. Alors, côté écologie, il est tout à fait intéressant de comparer, hein, comme je l'ai commencé à le faire, les bases sociales et les orientations idéologiques de 2 mouvements comme les Gilets jaunes et les marches pour le climat. Hein, pour ceux qui ont participé, vous avez vu qu'il y a eu certains rapprochements. Alors, des études, des enquêtes très sérieuses ont été faites auprès de ces 2 mouvements par des collègues qui montrent quoi, hein, je résume, c'est un papier dans la vie sur le site de la vie des idées sur ce thème de l'écologie populaire, quoi. Bien sûr, la grande différence de leur base sociale, de leur composition sociale, sur représentation de classe moyenne et supérieure dans les marches, sur représentation des classes populaires chez les Gilets jaunes. Mais du côté des Gilets jaunes, parti du refus de la taxe carbone, donc a priori d'une réaction anti-écolo, mais incité par toute une série de forces et de journalistes à se définir par rapport aux préoccupations écologiques, les Gilets jaunes développent des préoccupations écologiques sur un mode spécifique, marqué par quoi? Par le refus de l'injustice sociale, c'est aux gros pollueurs, hein, donc aux riches de payer, et centré sur la valorisation des pratiques peu polluantes qui sont les leurs, sous contrainte économique, l'importance du jardin potager, des achats de proximité, l'impossibilité de prendre l'avion. D'ailleurs, on a vu apparaître des ateliers de permaculture sur certains ronds-points. Donc, il n'y a pas d'hostilité de principe, hein, entre le mouvement des Gilets jaunes et les questions écologiques, mais une approche bien différente de ceux qui ont les moyens de bien consommer individuellement. D'ailleurs, réciproquement, il y a un certain, l'enquête le montre toujours très précisément, il y a un soutien, bon, qui n'est pas massif et enthousiaste, mais il y a un certain soutien chez les participants des marches au mouvement des Gilets jaunes, et ce soutien est d'autant plus marqué
alors que le mouvement des marches est assez divers politiquement. Il y a des gens qui sont centristes dans ce mouvement, enfin, quand ils acceptent de se classer. C'est en rapport avec la base sociale finalement assez aisée d'une partie de ces manifestants pour le climat, mais que plus les participants du climat, des marches sur le climat, affichent des orientations de gauche, anticapitalistes, plus ils se sentent proches du mouvement des Gilets jaunes. Donc voilà, c'est intéressant de voir des influences croisées entre ces deux mouvements. Il est 19h20, je vais aller sur le troisième point qui est peut-être le plus délicat, c'est quand il s'agit de faire un bilan de ces bientôt 50 ans, 50 ans de lutte sociale. Alors je le redis, quand on tente de faire un bilan comme ça, il est extrêmement difficile de tenir un discours purement savant. Et qui n'est pas d'implication normative politique. Et je l'assume complètement, tout en étant plein de questions. Et tout en étant en plein questionnement. Donc je rappelle les trois hypothèses sur lesquelles j'essaie de vous proposer de réfléchir. Après le mouvement ouvrier comme modèle de mouvement social central, quid de ce qui va se passer, un nouveau mouvement social central, première hypothèse. Deuxième hypothèse, une dispersion complète des luttes. Troisième hypothèse, une convergence au moins potentielle des luttes. Bon, je crois qu'on va discuter plutôt de la troisième hypothèse. Mais tout de même, je voudrais revenir, parce qu'en préparant cette conférence, il y a une question qui m'a vraiment beaucoup occupé et sur laquelle je n'ai pas de réponse. Si vous reprenez ce schéma qui est quand même utile, quitte à s'en débarrasser ensuite, mais qui est quand même utile pour commencer à réfléchir sur ce qu'est un mouvement social, sinon social du moins très important, la grille, les outils conceptuels d'Alain Touraine, vous vous souvenez, c'est les trois moments articulés pour que ça fasse un mouvement social central. C'est le mouvement de l'identité, savoir qui on est, le mouvement, le principe de l'opposition, contre qui on se bat, ça va nommer, identifier l'adversaire. Et le troisième moment, qui relève du principe, en gros, qu'il appelle la totalité à Alain Touraine, mais qui relève du principe de, finalement, en quoi mon combat se projette sur la société entière et propose un horizon à la société entière, à tel point que je me propose, en tant qu'acteur, en lutte pour la direction, tout simplement, de la société à venir. Or, en lisant, c'est pas son dernier, mais l'avant-dernier livre de Bruno Latour, moi, je trouve qu'il dit les choses très très clairement quand il dit, là j'anticipe un peu sur ce que j'allais dire, quand il dit qu'il y a un problème majeur aujourd'hui, c'est que les élites ont fait sécession. Les élites sont sorties du monde commun, comme si l'adversaire auquel on disputait traditionnellement l'hégémonie, c'est-à-dire l'influence culturelle et politique dominante, comme si cet adversaire n'était plus là pour défendre sa vision d'un monde commun. Et donc, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça veut dire en termes de difficulté de construction d'une alternative. Je reprendrai la question dans un petit instant. Gardons en tête ce schéma de la construction d'un mouvement social pour essayer de répondre à notre fameuse question. Et commençons par 5 constats au terme de ces 50 années d'observation des luttes. Premier constat, moi je dirais, au-delà des conjonctures économiques, politiques, qui ont fait par exemple que dans les années 80, il y a eu une espèce d'été noir sur toute une série de luttes, il me semble qu'on cheminait depuis, y compris 68, voire l'avant 68, un certain nombre d'aspirations profondes, qu'elles soient récupérées par les adversaires, c'est une autre question, mais des aspirations, je dirais, à l'autonomie personnelle, l'émancipation des rapports de pouvoir, à la justice sociale, à la démocratie directe, voilà, c'est quelques aspirations fondamentales, il me semble qu'elles cheminent. Elles cheminent sous des formes extrêmement diverses, mais elles cheminent, elles n'ont pas été éteintes par ce qui s'est passé. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire la circulation internationale de plus en plus nette des objets, des modalités de lutte,
Troisièmement, je l'ai dit, je répète, la déconnexion de plus en plus nette entre les mouvements sociaux et la vie politique instituée, hein, les partis, en particulier de gauche, et la vie politique officielle. Hein, j'ai donné quelques exemples. Quatrièmement, une convergence des luttes, j'ai envie de dire, d'autant plus invoquée et recherchée qu'elle est largement introuvable, au moins au plan international. C'est-à-dire que les grands mouvements internationaux, les grèves internationales, par exemple, ou les manifestations internationales, on les cherche quand même difficilement, on les trouve difficilement. Il y a eu un certain essoufflement d'ailleurs de l'altermondialisme au cours de la toute dernière période, sur laquelle il faudrait s'interroger. Et cette fameuse convergence des luttes, bon, on en parle peut-être d'autant plus, notamment depuis, hein, parce que je crois que c'est un mot d'ordre qui a été extrêmement popularisé depuis et qui est populaire depuis 2010, hein, et la lutte contre le loi travail et le mouvement Nuit debout. Et cinquième caractéristique, finalement, une histoire de 40 ans, sinon de 50 ans, puisque si on remonte au début des années 80, hein, une histoire d'échec, une histoire de défaite, pratiquement généralisée. Et là, je rebondis sur ce que dit Geoffroy de la Gannerie, quand il dit, parce que ça porte très loin, quand on dit la dernière victoire, c'est la lutte en France, hein, c'est la victoire contre le projet de contrat première embauche en 2006. Mais ce n'est pas une victoire, c'est une non-défaite. Hein. Donc, nous sommes dans un cycle fondamentalement défensif qui nourrit le sentiment d'impuissance politique. Donc, toute la question, c'est de savoir comment on en sort. Alors, difficulté, je repartirai de la difficulté de convergence. Hein. Et, bien que lui aussi, apparemment, il discute. Hein, il n'est pas forcément convaincu que c'est du côté de la convergence des actions que se situe la solution. Il y a deux grandes hypothèses en discussion, il me semble, à gauche, dans la gauche de transformation, hein, par rapport aux difficultés présentes. On va dire l'hypothèse du populisme de gauche et puis l'hypothèse qui met l'accent sur le déficit d'alternatives imaginaires, enfin, d'imaginaire politique alternatif. Hein, si on reprend le schéma d'Alain Touraine, le populisme de gauche va mettre plus l'accent sur la nécessité de définir l'adversaire et va proposer comme élément fédérateur la création d'une alchimie qui va permettre à la fois au peuple de se reconnaître dans lui-même et de se trouver un adversaire, dans la figure du leader charismatique. Hein, c'est une théorisation qui nous vient notamment de Chantal Mouffe et de son compagnon, et qui a été reprise beaucoup par la France insoumise, hein, cette idée que on peut rassembler le peuple autour d'un leader charismatique en désignant clairement l'adversaire comme étant l'oligarchie. Par rapport à ça, l'autre hypothèse dit attention, il y a le troisième moment du mouvement social qui est important. Et ce qui est c'est toujours dangereux, qui dit, c'est dangereux de rechercher à tout prix un adversaire parce que l'adversaire, ça peut être l'immigré, le différent, le riche, mais à quel moment on est riche, comme la caste ou les élites, etc., etc. Alors que qu'est-ce qui a fait la force du mouvement ouvrier? Ça, c'est Roger Martelly qui insiste beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui a fait la force du mouvement ouvrier français en particulier, dont les partis ne se sont jamais durablement, en tous les cas, intitulés partis ouvriers, mais partis socialistes ou partis communistes, c'est-à-dire en fait un projet de société qui parlait à l'ensemble de la société et pas seulement aux ouvriers. Avec cette idée qu'il est très dangereux de cultiver une identité de classe qui soit séparée d'un projet qui s'adresse à l'ensemble de la société. Et par exemple, le mouvement ouvrier américain peut être extrêmement puissant, mais incapable de s'adresser à l'ensemble du peuple américain. Donc ça me semble être un mouvement, un débat important. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une
petite citation, oui, je vais le faire quand même, petite empiété de 5 minutes sur mon temps d'une heure, quand Roger Martelly dit, par exemple, si les catégories populaires existent concrètement, le peuple n'existe pas, il est à construire politiquement. Or, on ne le construit pas en référant nominalement à lui ou en le distinguant de son contraire supposé, l'élite par exemple, mais en le rassemblant autour d'un projet qui l'émancipe en même temps qu'il permet à la société tout entière de s'émanciper elle-même. Voilà. L'affect du mouvement critique populaire doit se trouver non dans l'exaltation d'un nous opposé à eux, mais dans l'activation des valeurs populaires d'égalité, citoyenneté, solidarité, raccordées à un projet global d'émancipation qui a nécessairement une dimension nationale, mais qui n'est pas avant tout nationale. Ce qui pose la question du chaînage sur l'international d'un futur, d'un nouveau mouvement de transformation. D'ailleurs, l'année 2019, donc là je reviens sur la question de l'impuissance politique, a radicalisé l'indifférence du pouvoir au rapport de force sociale, qui était pourtant très fort apparemment en 2019, je veux dire. Et ça semble vrai dans des pays comme le Liban ou l'Algérie, où on a des mouvements extrêmement puissants, mais une indifférence du pouvoir, et ça renvoie à cette idée de sécession des élites, c'est-à-dire, après moi le déluge, causez toujours. Je suis devenu complètement indifférent au mouvement populaire. Et là, je cite Bruno Latour, « Depuis les années 80, les classes dirigeantes ne prétendent plus diriger, mais se mettre à l'abri du monde. De cette fuite dont Donald Trump n'est qu'un symbole parmi d'autres, c'est la négation du réchauffement climatique, nous subissons toutes les conséquences, rendues fous par l'absence d'un monde commun à partager. » Donc je pense qu'une partie du désarroi et des grandes difficultés dans lesquelles sont les mouvements sociaux quand ils cherchent à converger aujourd'hui, c'est cette question de l'attitude de la classe dirigeante qui fuit, qui s'absente d'un monde commun à partager. Là, je citerai Alain Berthaud, ceux qui nous gouvernent et celles et ceux qui les soutiennent sans faille n'ont pas de vision de l'avenir ni de projet pour le pays et le monde. Ils savent que le déluge commence. Ça, c'est Laganerie qui insiste beaucoup là-dessus. Ils savent. On ne les convaincra pas en leur faisant la démonstration que c'est pas bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Mais ils ont renoncé à tout avenir, à tout projet commun. Ils savent que le déluge commence, que l'avenir est sombre, que se manifestent partout les soubresauts d'un monde qui court à la catastrophe climatique, sociale et politique. Ils veulent juste être les rescapés du déluge. Ce sont des survivalistes de l'effondrement qu'ils contribuent à organiser. C'est pourquoi il est si difficile de les combattre avec les armes qui ont fait si longtemps leur preuve. Ils sont insensibles à la raison politique, c'est-à-dire aux contraintes du collectif et aux arguments de l'intérêt général. C'est pourquoi j'ai vraiment envie de réfléchir sur cette difficulté nouvelle, historiquement nouvelle, devant laquelle sont les mouvements sociaux qui ont une ambition de convergence et une ambition alternative, c'est-à-dire le fait d'avoir un adversaire qui a déserté le terrain du débat et du débat dans le dissensus sur l'avenir, puisque plus de monde commun, plus de langage commun finalement avec les élites, alors peut-être avec une certaine partie des élites. Je termine, et je m'excuse d'avoir été un tout petit peu plus long sur une note qui serait un peu moins pessimiste, après avoir quand même relevé ce que dit Laganerie, qui fait beaucoup réfléchir, quand il interpelle les modes d'action trop ritualisés, d'après lui, où on oscille entre se faire plaisir en se retrouvant en manifestant, par exemple, ou en se retrouvant en souffrant dans une grève, et surtout une grève de la faim, par exemple, dans des mouvements qui s'adressent aux dominants, comme si la raison pouvait les convaincre, comme je viens de le dire, et des mouvements dans lesquels on anticipe toujours finalement la défaite. Comment sortir? Donc il y a toute une réflexion chez cet auteur sur la question de l'action directe, sur la question de l'action juridique. Et il insiste sur le fait qu'il y a quand même des mouvements très intéressants qui ont, y compris, porté leurs fruits sur le plan juridique, comme la reconnaissance constitutionnelle de la fraternité pour les gens qui luttent auprès des migrants et qui accueillent les migrants. Donc,
pour terminer sur une note moins pessimiste, il semble clair que si aucun des mouvements que j'ai recensés et qui se sont développés depuis les années 68, en dehors du mouvement ouvrier, n'est en position de le remplacer à lui seul, il me semble qu'ils ont tous, les uns et les autres, une contribution à apporter à la réinvention d'un projet et d'une démarche d'alternative au capitalisme, ce que tente à sa manière l'altermondialisme, dans laquelle on retrouve toutes les nuances des mouvements sociaux, et écologiques, féministes, social, ouvrier, etc. Donc c'est dans la liaison intime, me semble-t-il, du projet égalitaire, hein, porté historiquement par la gauche de transformation, hein, cette idée de république sociale, qu'il faudrait transposer à l'échelle mondiale, avec la question d'explosion des inégalités mondiales, sociales au plan mondial. Donc liaison intime entre le projet égalitaire, d'un horizon égalitaire, hein, tous les hommes se valent, tous les hommes et les femmes ont la même dignité, la même valeur. C'est ce référent central. Et le projet écologique autour de la sauvegarde de la planète, autour de la question de la lutte contre le réchauffement, pour la biodiversité, la recherche de nouveaux liens avec ce qu'il ne faut peut-être plus appeler la nature si on suit l'ami Bruno Latour. Mais sans doute faut-il abandonner définitivement l'idée d'un acteur collectif central, ou plutôt accepter l'idée de la multiplication d'initiatives plus ou moins coordonnées, sans que la direction précise du changement à opérer soit pour l'heure définie, avec cette idée que c'est dans le chemin que le but se définit en même temps que le chemin. Je vous remercie et j'attends avec impatience vos questions.